A continuación tomará la palabra el doctor Pablo Gallego Fedriani, presidente de estas jornadas y juez en lo contencioso administrativo y federal, quien presentará al presidente del Tribunal Constitucional francés, doctor Jean-Louis Debré. Buenos días. Tengo el honor de presentar al doctor Jean-Louis Debré. Su currículum es tan extenso que la verdad he tenido que acortarlo. Es doctor en Derecho y diplomado en Estudios Superiores de Ciencias Políticas y de Derecho Público en lo que se llama l'École de Sciences Po de Francia. Entre las funciones que ha desempeñado se destacan las siguientes. 1976-1978 fue sustituto del Procurador de la República ante el Tribunal de Gran Instancia de Évry-Corbeil. En 1978, magistrado en la Administración Central del Ministerio de Justicia. 1979-1986, juez de instrucción del Tribunal de Gran Instancia de París. 1986-1995, diputado de l'Eure. 1995-1997, ministro del Interior, consejero de París y adjunto al jefe de gobierno de París. 2002-2007, presidente de la Asamblea Nacional, que es la Cámara de Diputados francesa. Desde 2007 es presidente del Consejo Constitucional. Escribió las siguientes obras relativas al Consejo Constitucional y al Derecho Constitucional. Ensayos sobre las ideas constitucionales del general de Gaulle. Premio Edmond Michelet, París 1974. La Constitución de la Quinta República, en colaboración con Jean-Pierre Boivin, París 1975. Práctica de la Constitución francesa, París 1989. También escribió otras obras, entre las cuales puede mencionarse El Poder Político, en colaboración con Michel de Bresson, su padre, París 1976. El Gorismo, en colaboración con Michel de Bresson, París 1977. La Justicia en el siglo XIX, Los Magistrados, París 1980. Las Repúblicas de los Abogados, París 1984. El Gaullismo no es una nostalgia, París 1999. Los Olvidados de la República, París 2008. En tête à tête con Charles de Gaulle, París 2010. En tête à tête con los presidentes de la República, en colaboración con Philippe Laurent, París 2011. Y me ha pedido que además les aclare que escribe novelas policiales, de las cuales ya va por la séptima. Así que los dejo en nombre de una persona más que prestigiosa. Gracias. Allez-y. Señoras, señores, sinceramente le agradezco por haberme dado la ocasión de participar al segundo Congreso Internacional y a las quintas jornadas de Administración y de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Agradezco al doctor Pablo Gallego Fedriani por su invitación. Agradezco también al doctor Martín Ocampo. Agradezco igualmente al doctor Juan Corvalán. Yo creo que es mejor para ustedes que me exprese en francés. Je vais vous parler du contrôle de constitutionnalité en France. Le contrôle de constitutionnalité en France n'est pas une tradition française. El control de constitucionalidad en Francia no es una tradición francesa. La Révolution française a arraché l'élaboration de la loi au roi. La Revolución Francesa arrancó al rey la formulación de la ley et l'a remise aux représentants du peuple. y la transmitió a los representantes del pueblo. Alors, il était impensable que les représentants du peuple soient à l'origine de lois qui portent atteinte aux droits et aux libertés. De ello resultaba que era absolutamente imposible que los representantes del pueblo votaran leyes que fueran contra sus propias libertades y contra sus propios derechos fundamentales. Et alors, de la Révolution française à 1958, il n'y a pas eu en France de contrôle de la constitutionnalité de la loi.
Es por eso que desde la Revolución Francesa en 1789 hasta 1958 no hubo en Francia control de constitucionalidad de la ley. La loi était la norme suprême. La ley era la norma suprema. La loi ne pouvait pas porter atteinte aux droits et aux libertés. La ley jamás podía ir en contra de los derechos y las libertades. La loi ne devait pas pouvoir être contrôlée par des personnalités ou des personnes qui n'étaient pas élues par le peuple. Las leyes no podían ser controladas por personas que no fueran elegidas por el pueblo. Il n'était pas question de permettre à un juge de modifier, d'abroger une loi. Era impensable que un juez pudiera modificar o abrogar una ley. Mais en 1958, on a créé le Conseil constitutionnel. Pero en 1958 se creó el Consejo Constitucional. On ne croyait toujours pas au contrôle de constitutionnalité. Seguíamos sin creer en el control de constitucionalidad. Le Conseil constitutionnel, au départ, était là pour faire bien fonctionner le régime parlementaire nouveau. La idea del Consejo Constitucional con la Constitución de 1958 era controlar bien el funcionamiento de la República Parlamentaria. Le Conseil constitutionnel était une institution politique El Consejo Constitucional era una institución política qui avait une fonction politique que tenía una función política qui était de faire fonctionner la collaboration entre l'exécutif et le législatif. de hacer trabajar en colaboración el Ejecutivo con el Legislativo. Il y a un auteur français qui s'appelle Montesquieu Hay un autor francés que se llama Montesquieu qui disait que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. que dice que toda persona que tiene poder trata de abusar. Avec Montesquieu, je dirais que toute institution qui a du pouvoir est portée à augmenter ses pouvoirs. De la misma razón, dice junto con Montesquieu que toda institución que tiene poder trata de aumentar ese poder. Et ainsi, ce Conseil constitutionnel, qui était une institution politique, est devenu une juridiction constitutionnelle. Y es por ello que el Consejo Constitucional, que era una institución política, se transformó en una institución jurisdiccional. Et aujourd'hui, alors que le constituant ne l'a pas forcément voulu, je préside une institution qui n'a rien à voir avec l'institution qui a été créée en 1958. Y dice que él ahora preside una institución completamente distinta a la que había previsto el constitucionalista, que era el padre de él, eso lo agregó yo, en 1958. Aujourd'hui, la jurisprudence constitutionnelle porte sur la protection des droits et des libertés. Actualmente, el control de constitucionalidad va sobre las libertades y sobre los derechos. Parmi toutes les attributions du Conseil constitutionnel, elles sont nombreuses, la principale que nous nous sommes arrogés est de défendre en France les droits et les libertés. Entre las distintas funciones que tiene el Consejo Constitucional, la principal, que es un poder que ellos mismos han tomado para sí, lo han creado para sí, es el control de las libertades fundamentales. Alors, comment faire cette évolution sans choquer les juristes? ¿Cómo poder hacer esta evolución sin chocar a los juristas? Au départ, notre rôle est de contrôler la Constitution de 1958 et les rapports entre le président de la République, le Parlement, le gouvernement. En un principio, el rol que tenía el Consejo Constitucional era de controlar la Constitución y hacer el control de las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Notre texte de base, de référence, c'est la Constitution. Nuestro texto de base y de referencia es la Constitución. Mais nous sommes à l'étroit dans cette Constitution. Pero esa Constitución nos queda chica. Alors nous avons dit, en 1971, alors que ce n'était pas prévu par les textes, que nos normes de référence n'étaient pas simplement la Constitution française, c'était aussi la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, mais aussi le préambule de la Constitution de 1946 sur les droits économiques et sociaux. Ellos
sin tener base constitucional, incorporaron a la Constitución primero la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 y el preámbulo de la Constitución de 1946. Es decir, algo que para nosotros los argentinos es normal. Ellos incorporaron los derechos fundamentales que no estaban en la Constitución por una decisión tomada en 1971 por el propio Consejo Constitucional. Et je voudrais ordonner mon propos autour de plusieurs idées. Trataré de hablar ordenadamente sobre una serie de ideas. Quelles sont pour nous, en France, les sources des droits et des libertés? ¿Cuáles son para nosotros las fuentes de los derechos y las libertades? Je voudrais en second lieu vous parler de l'accroissement des pouvoirs du Conseil constitutionnel. En segundo término, les hablaré sobre el crecimiento del poder del Consejo Constitucional. Et je voudrais évoquer en troisième lieu les dérives possibles du contrôle de constitutionnalité qui risquent d'aboutir à une remise en cause politique du contrôle de constitutionnalité. Y por último, trataré de explicar qué es lo que vendrá en el futuro, que para mí hará crear una crisis en el control de constitucionalidad. Oui, nous sommes devenus une juridiction constitutionnelle et nos normes de référence, les normes auxquelles nous faisons allusion, je vous l'ai dit, ce n'est plus la Constitution de 1958, ce n'est plus le droit parlementaire, c'est est-ce que les droits tels qu'ils sont inscrits dans la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, la liberté, l'égalité, la fraternité, comment, aujourd'hui, en 2015, faire respecter dans ce pays, dans notre pays, la liberté? Comment, dans ce pays, en 2015, faire respecter l'égalité voulue par les révolutionnaires de 1789? Explica que el Consejo Constitucional no se queda únicamente con el texto de la Constitución, sino que saca los derechos fundamentales de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, del preámbulo, y esas son las bases de la igualdad, las bases de la libertad y las bases de los derechos fundamentales. Ainsi, nous avons promu au rang de liberté fondamentale, naturellement, la liberté d'expression, la liberté d'opinion, puisque la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens dit que nul ne peut être inquiété par ses opinions, par l'expression de ses opinions. La liberté d'expression, la liberté d'opinion sont devenus des éléments essentiels pour le contrôle de notre constitutionnalité. Incorporaron la libertad de expresión y la libertad de pensamiento que estaba en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano como la base del control de constitucionalidad. Esas libertades las incorporó el Consejo Constitucional. Partant de cette liberté découlant sur l'égalité, nous avons érigé en principe constitutionnel l'égalité des citoyens devant l'impôt, puisque la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dit qu'il y a égalité des citoyens devant les charges publiques. De esa libertad y de esa igualdad concluyeron la igualdad en las cargas públicas, porque eso está en la Declaración de los Derechos de los Ciudadanos y del Hombre de 1789. Es decir, igualdad frente al Estado en lo que es la materia impositiva, es decir, las cargas públicas. Ainsi, quand l'ancien président de la République décide de faire voter une loi qui prévoit un impôt pour les gens qui polluent et qui exonère de cet impôt 95% des contribuables, nous annulons sa loi au motif de l'égalité des citoyens devant l'impôt. Vous ne pouvez pas créer un impôt et exonérer de cet impôt 95% des contribuables, c'est une rupture d'égalité. Explica que frente a una ley que creó un impuesto para aquellos que creaban la polución en el aire y creaba al mismo tiempo una exoneración del 95% de las personas que podían ser susceptibles de ese impuesto,
y obviamente eso iba contra el principio de igualdad ante las cargas públicas, con lo cual fue declarado inconstitucional. Quand l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dit que la propriété est un droit inviolable et sacré, nous annulons la disposition qui permet au pouvoir public d'exproprier quelqu'un d'une partie de sa propriété pour construire une route. Et nous disons, dans ce cas-là, si l'expropriation pour utilité publique est prévue, il faut exproprier toute la propriété, mais pas simplement une partie de la propriété, parce qu'à ce moment-là, c'est une atteinte portée au droit de propriété. Dice que el artículo 17 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano crea el derecho a la propiedad privada. Y cuando una ley de expropiación para hacer una ruta expropia solamente una parte de la propiedad, declaran inconstitucional esa norma porque debe expropiarse la totalidad de la propiedad. Tout homme est libre et égaux en droit. Quand nous sommes saisis de la loi portant l'autorisation du mariage homosexuel, nous validons la loi au motif que la loi qui permet à deux hommes ou à deux femmes de se marier ne porte pas atteinte aux droits et aux libertés des autres. Car si vous n'êtes pas homosexuel, vous avez le droit de vous marier normalement avec un homme ou avec une femme. La liberté des uns ne doit pas empiéter sur la liberté des autres. La libertad que corresponde a algunos no debe entorpecer la libertad de los otros. Y es por eso que el Tribunal, el Consejo Constitucional declaró constitucional la ley que permitía el matrimonio entre los homosexuales. Desde el momento en que cada uno podía hacer con esa libertad, contraer un matrimonio que para ellos es un contrato, con toda libertad, y no se podía excluir a alguien de un sexo diferente. Par réaction contre la monarchie, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dit que le juge doit être indépendant. Et alors, nous annulons les tribunaux maritimes parce que dans la composition du tribunal, il y a un représentant de l'État. Dice que, de acuerdo a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, los jueces deben ser independientes y que han anulado la ley que integraba dentro de esos tribunales a un representante del Estado. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dit que chaque fois que quelqu'un est privé de liberté, il doit être assisté de son avocat. Ainsi, nous annulons la loi qui faisait que lorsqu'on était interpellé par la police, pendant la première heure de garde à vue, on n'était pas assisté d'un avocat. Dice que la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano declara que todo detenido tiene derecho a una defensa. Por lo tanto, declararon nula o inconstitucional la ley que permitía dentro de la primera hora de detención que no tuviera asistencia de abogado. Es decir, que tiene que tener asistencia de abogado desde el momento de la detención. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en réaction contre la monarchie, dit que chaque infraction doit être définie. Dice que la Declaración de los Derechos del Hombre, en contra de lo que producía el poder absoluto, determina que cada delito, cada infracción debe ser determinada, lo que nosotros llamamos la tipicidad en el derecho penal. Ainsi, quand le législateur fait une loi sur le harcèlement sexuel et qu'il dit qu'est punissable de harcèlement sexuel les harceleurs sexuels, sí. Es por eso que cuando la ley declara que toda, la palabra no me sale, harcèlement es cuando alguien hace proposiciones sexuales que no llegan al abuso ni a la violación. Es decir, ¿alguien me puede decir la palabra? Acoso. Acoso sexual. Sí. Continue, monsieur. Oui, quand il y a ce délit qui n'est pas défini, nous annulons la loi et nous disons au législateur, vous refaites la loi pour dire dans quelles conditions et dans quelles circonstances précises il y a harcèlement sexuel, parce que sinon, c'est la lettre de cachet.
explica que en ese caso anularon la ley que creaba el delito de acoso sexual porque el legislador debía explicar en qué circunstancias y en qué tipicidad y en qué casos se daba ese acoso sexual, desde el momento que el acoso sexual no estaba definido en forma concreta. Notre norme de référence, c'est la Constitution, c'est la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, mais c'est aussi le préambule de la Constitution de 1946 qui est sorti après la Seconde Guerre mondiale et donc la reconnaissance des droits économiques et sociaux. Dice que la base de ellos es la Constitución de 1958, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 y el preámbulo de la Constitución de 1946, que fue después de la guerra y que creó los derechos sociales. Le droit de grève, el derecho de huelga, reconnu par le préambule de la Constitution de 1946, est devenu un principe constitutionnel. El derecho de huelga reconocido por el preámbulo de 1946 ha devenido un derecho fundamental. La liberté syndicale, le droit de choisir son organisation syndicale ou de ne pas choisir l'organisation syndicale. La libertad de elegir la sindicalización o de no entrar en ningún sindicato, la libertad de elegir su sindicato. Nous avons ainsi censuré une loi qui, pour faire bénéficier de certaines prestations sociales, disait qu'il faut que le prestataire soit affilié à une organisation syndicale. Non, le principe de la liberté syndicale a un contraire, c'est la possibilité de ne pas faire partie d'un syndicat. Anularon una ley que obligaba a las personas que querían la prestación de un servicio social de ser adherentes a un determinado sindicato, en la medida que la declaración del preámbulo del 46 permite sindicarse o no sindicarse. Droit sur les libertés de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, préambule de la Constitution de 1946, mais le Conseil constitutionnel est allé encore plus loin. Il a élaboré la notion de principe particulièrement nécessaire à notre temps. Dice que sobre la base de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, sobre la base del preámbulo de la Constitución del 46, el Consejo Constitucional ha ido creando nuevos derechos y ampliando la recepción de esos derechos fundamentales. Ainsi, le Conseil constitutionnel a reconnu une valeur constitutionnelle au droit d'asile. Es así que el Consejo Constitucional ha reconocido como un derecho constitucional el derecho de asilo. À la participation des travailleurs à la gestion de leur entreprise. A la participación de los trabajadores en la gestión de la empresa. Nous sommes même allés plus loin, puisqu'en 1993, nous avons érigé en principe constitutionnel le droit de chaque Français à mener une vie familiale normale. Fueron aún más lejos. En 1993 declararon el derecho constitucional de cada francés a llevar una vida normal. Nous avons même considéré qu'était constitutionnel, que faisait partie de ces principes de la vie normale, le droit à la dignité de la personne humaine contre toute forme d'asservissement, de dégradation. Nous avons considéré que chaque individu avait droit en lui-même au respect de sa personne. Respecto de lo que se entiende por vida normal, ha determinado el Consejo Constitucional que cada persona tiene derecho a su propia vida, que no puede ser sujeta a servidumbre ni sujeta a ningún otro derecho que lleve un menosprecio de su personalidad y de su libertad. Donc vous voyez, c'est l'étendue de nos compétences. Nous avons étendu le champ de nos normes de référence. Nous sommes partis de ce que le Constituant nous avait demandé de faire, de respecter la Constitution de 1958, et on a étendu le champ de nos normes de référence à la Déclaration des droits de l'homme, au préambule de la Constitution de 1946, à des principes que nous avons élaborés.
Et nous considérons ainsi que des principes, s'ils sont affirmés par des régimes républicains, que s'ils n'ont pas été modifiés par la suite, s'imposent dans l'ordre juridique actuel. Dice que desde un núcleo central que fue la Constitución del 58, fueron agregando primero la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, después el preámbulo de la Constitución, después derechos que ellos mismos han creado, y desde el momento que esos derechos son creados y son respetados por la República, pasan a ser derechos constitucionales. Nous avons ainsi déclaré que la laïcité de l'État était un principe constitutionnel sur lequel on ne pouvait pas revenir. Es por eso que han declarado que el principio de laicidad, es decir, de un Estado laico, es un principio fundamental del Estado republicano, principio sobre el cual no se puede volver. Alors, cette étendue de la compétence qui fait que le Conseil constitutionnel n'a plus de limite à son intervention. Esta extensión del campo de acción del Consejo Constitucional, que no tiene límites, n'était pas trop dramatique, puisque le Conseil constitutionnel initial ne pouvait être saisi que par le président de la République, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. Este problema no se planteó al principio porque, de acuerdo al control de constitucionalidad francés de la Constitución del 58, solamente podían plantear la inconstitucionalidad de una ley el presidente, el primer ministro, el presidente de la Asamblea Nacional y el presidente del Senado. À partir de 1974, également par 60 députés ou 60 sénateurs, c'est-à-dire l'opposition quelle qu'elle soit. Luego, más tarde, se modificó esto y se logró que, con la firma de 60 diputados o de 60 senadores, se llevara la cuestión de constitucionalidad ante al Consejo Constitucional, lo cual abría la posibilidad que la oposición pudiese hacer un control de constitucionalidad. Ce droit de nous saisir était donc restreint aux politiques. Et ce droit de nous saisir se faisait dès que la loi était votée et avant qu'elle ne soit promulguée. Este control de constitucionalidad era un control muy restringido y se hacía una vez que la ley era aprobada y antes que fuera publicada. Es decir, en ese lapso se enviaba al Consejo Constitucional. Mais tout va changer. Tout va changer. Et depuis 5 ans, désormais, nous pouvons être aussi saisis par les justiciables qui, à l'occasion d'un procès civil, commercial, administratif ou autre, lorsqu'on leur oppose une loi, peuvent nous dire « Je veux, avant d'être jugé, que le Conseil vérifie si cette loi est toujours conforme aux droits et aux libertés. » Todo esto ha cambiado con el dictado de una ley que permite, desde hace muy poco tiempo, que todo ciudadano pueda pedir en una causa civil, en una causa comercial o de cualquier tipo, que el Consejo Constitucional sea llevado al Consejo Constitucional la inconstitucionalidad que plantea en el caso particular. Depuis 5 ans, Desde hace 5 años, nous avons rendu plus de décisions que le Conseil n'en avait rendu pendant 48 ans. en los últimos 5 años hemos dado o hemos resuelto más casos que todos los casos que había resuelto el Consejo Constitucional desde el año en que había sido creado, es decir, hace 45 años. Nous pouvons être saisis donc a priori et a posteriori. Con lo cual el control de constitucionalidad es a priori y a posteriori. Pour mettre en place cette nouvelle procédure, je suis allé faire des stages au tribunal constitutionnel de Karlsruhe, à la Cour de justice italienne, à la Cour espagnole, à la Cour portugaise, à la Cour suprême américaine et à la Cour russe. Para crear este principio de control del ciudadano fue a la Corte de los Estados Unidos, a la Corte de España y a los distintos países que nombró. Comment faire que ce contrôle de constitutionnalité a priori devienne efficace? ¿Cómo hacer para que el control a priori de inconstitucionalidad sea eficaz? Et j'en ai ressorti un certain nombre d'observations
Et je pense que si, en France, on ne respecte pas un certain nombre de règles, le contrôle de constitutionnalité sera mis en cause. Explica que de todos los países en los que estuvo y de las conclusiones que sacó, hay ciertos principios que deben respetarse para que el control de constitucionalidad no pueda ser criticado por la población, es decir, no entre en crisis. La primera conviction, c'est que le temps de la justice n'est plus le temps des magistrats. Que el tiempo de la justicia no es más el tiempo de los magistrados. Je parle pour la France, naturellement. Habla, por supuesto, de Francia, no de Argentina. Il n'est pas concevable d'attendre une décision de justice plusieurs années. Es imposible esperar una decisión de justicia durante muchos años. Quand j'étais jeune magistrat, le président du tribunal de Paris me disait « Prends ton temps, tu as tout le temps ». Non, c'est faux, plus aujourd'hui. Cuando yo era joven magistrado, el presidente de la Cámara me decía, tomate tu tiempo. Y él dice, no, eso es imposible, no puedo tomarme el tiempo. Parce que suivant que vous êtes puissant ou misérable, vous avez le temps d'attendre. Porque ahí está haciendo una citación literaria, en la medida en que uno tenga poder o sea miserable, el tiempo de espera es diferente para cada uno de los ciudadanos. Ce temps du magistrat, qui n'est plus le temps du magistrat, s'impose même aux cours suprêmes. Este tiempo de los magistrados, que ya no es más tiempo de los magistrados, sino de los justiciables, es importante inclusive para las Cortes Supremas. Pour moi, c'est un déni de justice d'attendre plus d'un an une décision d'une Cour suprême. Para él es una denegación de justicia esperar más de un año una decisión de una Corte Suprema. Et j'ai fait marquer dans la loi Y él hizo poner en la ley que nous devons, nous, Conseil constitutionnel, rendre nos décisions dans un délai inférieur à 3 mois. y él hizo poner en la ley que ellos deben decidir dentro de un plazo máximo de 3 meses. Aujourd'hui, la durée moyenne pour rendre nos décisions est 2 mois et 10 jours. En este momento la media son 2 meses y 10 días. Y hago una aclaración para los argentinos, es cierto. Si on continue à avoir des juridictions en France, pardon? No, j'ai dit que c'est vrai. Oui, c'est vrai. Los argentinos ne croient pas tellement. Et c'est d'ailleurs pour cela que je ne peux pas rester visiter l'Argentine après, puisqu'on a pendant une semaine suspendu nos audiences, parce que je n'étais pas là. Il faut que je me remette au travail très rapidement. Si ça avait été différent, je serais resté 3 semaines ici. Dice que se puede quedar nada más que una semana, porque lo están esperando para seguir sacando las cuestiones de constitucionalidad. Si no, se hubiera quedado mucho más tiempo, por lo menos 3 semanas. Ça, c'est ma première conviction. Pour que le contrôle constitutionnel soit effectif, efficient, crédible, légitime, il faut rendre une décision dans un délai qui est un délai extrêmement court. Le contraire aboutirait à la remise en cause de ce contrôle. Explica que para que ese control sea eficaz, correcto, como corresponde, debe ser en un plazo corto. Si es fuera de ese plazo, se va a poner en duda el control de constitucionalidad. Deuxièmement, ma término, conviction est que le juge, il doit juger, il ne doit pas être entouré de collaborateurs d'une technocratie judiciaire. Explica que el juez es el que tiene que decidir, no tiene que estar rodeado de tecnócratas que hagan su trabajo. Quand je suis allé aux États-Unis, à la Cour suprême, j'étais fasciné, car la Cour suprême évoque ses affaires. C'est elle qui choisit ses affaires. Mais ce ne sont pas les juges qui les choisissent, ce sont les assistants. Explica que cuando estuvo en la Corte de Estados Unidos, nos explica que la Corte de Estados Unidos, lo que sabemos, elige los casos. Pero no son los jueces los que eligen los casos, sino los secretarios letrados haciendo la traducción a nuestro país. Et donc, au Conseil constitutionnel français, chaque membre n'a pas le droit à un collaborateur. En el Consejo Constitucional francés, ninguno de los miembros tiene derecho a un colaborador. Il est tout seul Está face à la justice, tout seul face à ses responsabilités. Está solo frente a la justicia y solo frente al caso. Certes, il y a un service juridique de 4 personnes. Tienen un servicio jurídico de 4 personas. Certes, nous avons 2 documentalistes.
tienen gente que busca la documentación. Mais la rédaction de la décision, pardon. Sí. Mais la rédaction de la décision, c'est le juge, et le juge seul, le membre du Conseil seul, ce ne sont pas des assistants judiciaires qui vont rédiger à sa place. Quien escribe lo que se va a resolver es el juez solo, y el Consejo a través de los jueces. Ningún tecnócrata va a hacer lo que le corresponde al juez. Ningún secretario letrado va a escribir lo que el juez debe escribir. J'ai tellement vu dans ma carrière de parlementaire ce que peut faire la technocratie parlementaire, se substituer aux députés, que je pense que la vraie solution pour la justice, c'est de ne pas partir vers cette technocratie. Ainsi, au Conseil constitutionnel, de la femme de ménage au président, nous sommes 60, en passant par les chauffeurs, par les femmes de ménage, par les huissiers, par le chef cuisinier, je vous invite, il est très bon, par le maître d'hôtel, oui, les secrétaires, on a écarté toute administration pléthorique. Explica que desde el chofer, incluyendo el chef que cocina muy bien, doy fe, yo comí con ellos, hasta las secretarias son 60 personas en el Consejo Constitucional. Y antes explicó que él fue 25 años diputado y que en esos 25 años descubrió que los diputados no sabían de qué estaban votando, porque eran los tecnócratas que les explicaban qué eran lo que tenían que decir. Y eso no lo quiere permitir, ni lo va a permitir en el Consejo Constitucional. Troisième conviction que j'ai, arrêtons d'avoir des décisions qui font 25 ou 30 pages. On se fait plaisir, mais on perd du temps. Dice, el tercer punto es, terminemos con sentencias de 25 páginas, que es una autosatisfacción, pero no sirve para la justicia en sí. Nous avons réduit nos délibérations à 5, 6, peut-être exceptionnellement à 10 pages, mais pas plus. Il faut arrêter de cette logorée juridique qui consiste à se faire plaisir, à faire 25 pages, et plus on écrit, plus on commet des erreurs. Dice que los fallos de ellos tienen entre 4, 5 y 6 páginas, lo máximo 10, que hay que terminar con ese placer propio de escribir 25 páginas donde existen necesariamente contradicciones y errores. Dernière conviction que j'ai eue, c'est, en tout cas pour la France, tant que je serai là, il n'y aura pas l'expression d'opinion dissidente. Explica que la última convicción que tiene, por lo menos mientras él siga en el Consejo Constitucional, aclaro que duran 9 años cada uno de los miembros del Consejo Constitucional, nunca habrá disidencias. D'abord, ce n'est pas la tradition française, c'est la tradition espagnole, c'est la tradition américaine, ce n'est pas notre tradition. Et quand on juge la loi, il y a un moment où il faut arrêter de contester la loi. Dice que no es la tradición norteamericana ni la tradición argentina, pero llega un momento cuando estamos analizando la ley que no podemos seguir discutiendo, tenemos que decidir por unanimidad. Voilà le contrôle de constitutionnalité, mais ce contrôle de constitutionnalité est en danger. Est en danger. Este es el control de constitucionalidad hasta ahora, pero está cambiando. Est en danger politique. Perdón, está en peligro político. Je parle de la France, naturellement. Hablo de Francia. C'est la conséquence de la décadence et la dégradation de la loi. Es consecuencia de la decadencia y de la degradación de la ley. La loi est l'acte voté par les représentants du peuple qui fixe des normes, qui fixe des principes et qui ne fait pas de bavardage. La ley hecha por los representantes del pueblo es aquella que fija los principios y las directrices. La loi, pardon. No. Suivez. La loi dit que la loi n'est pas rétroactive. La loi dit que le droit de grève s'exerce dans le cadre de la réglementation. La loi fixe des normes. La ley determina cómo se ejerce la huelga. La ley determina los principios normativos. Or, nous assistons en France
à une logorée de la loi. Estamos asistiendo en Francia a una creación infinita de leyes. Au début de la Ve République, Al principio de la Quinta República, le livre qui récapitulait toutes les lois votées par le Parlement en un an el libro que recapitulaba todas las leyes dictadas durante un año, faisait 450 grammes. hacía 450 gramos. Aujourd'hui, il fait près de 7 kilos, Hoy, actualmente, por año, pesa 7 kilos. premièrement. Deuxièmement, on a créé une instabilité juridique et législative. Hay una inestabilidad jurídica y legislativa en este momento en Francia. Les lois changent sans arrêt, Las leyes cambian todo el tiempo, avec aucune sécurité juridique. con ninguna seguridad jurídica. Et il faut que le Conseil constitutionnel s'arc-boute sur sa jurisprudence, parce que du jour au lendemain, on change la loi. El problema del Consejo Constitucional es que tiene que trabajar con una ley que va cambiando permanentemente, con lo cual el principio fijado tiene que forzarse para continuar aplicándose. La loi est devenue un instrument de la communication politique. La ley es actualmente un instrumento de la comunicación política. Et dans cette organisation politique, le citoyen n'arrête pas de saisir le Conseil en interprétation de la loi tellement elle est confuse. Dice que esto provoca que los ciudadanos estén todo el tiempo presentándose ante el Consejo Constitucional, tanto la ley es confusa porque es una ley dictada sobre las circunstancias y no para normativizar la vida de los ciudadanos. Avant de partir à Buenos Aires, je lisais une loi qui nous sera soumise dans quelque temps et un article de loi faisait 15 pages. Explica que justo antes de venir a Buenos Aires estuvo leyendo una ley que van a tener que controlar cuando él vuelva. Y un solo artículo hacía 15 páginas. Je l'ai lu, je n'ai rien compris, mais je me suis dit que peut-être après l'ère de l'Amérique latine et de Buenos Aires, en revenant et en le relisant, je comprendrai quelque chose. Dice que lo leyó, que no entendió nada, pero piensa que el aire de Buenos Aires, estar en América Latina, quizás le haga entender cuando vuelva. Je crains le pire. Espera lo peor. Ce que je veux dire, c'est que on demande à la Cour constitutionnelle, au Conseil constitutionnel, de régler l'interprétation de textes dont déjà sortis du Parlement, on ne le comprend pas. Dice que el Consejo Constitucional está obligado a revisar leyes que cuando ya salen del Parlamento no se entienden. Et par conséquent, nous allons intervenir, nous allons être forcés de dire quelque chose puisque nous sommes saisis de cette disposition. Et là, on va juger en opportunité. Explica que igual van a estar obligados a resolver la cuestión, pero van a tener que resolver sobre la oportunidad. Et juger en opportunité, c'est nous mettre hors des lignes du contrôle de la constitutionnalité. Y juzgar de esa manera es ponernos fuera del control de constitucionalidad. Nous ne sommes pas des législateurs. Nous n'avons pas à faire la loi à la place du législateur. Nous avons une gomme et pas un crayon. Dice, nosotros no somos legisladores, nosotros estamos para controlar la constitucionalidad de la ley. Nosotros lo que tenemos es una goma de borrar y no un lápiz para escribir la ley. Nous pouvons la contrôler si elle est concrète, précise, si on sait ce que veut dire le législateur. Podemos controlarla si es concreta, precisa, si podemos entender qué es lo que quiso decir el legislador. Alors là, on voit très facilement si le législateur a porté atteinte à un droit, à une liberté. Si es clara la ley, podemos determinar si el legislador ha desconocido algún derecho fundamental. Ils ne sont pas contents. Dice que no están contentos. Nous pouvons regarder si l'atteinte portée par le législateur est proportionnelle au but recherché par ce législateur. Él explica que
tenemos que hacer una comparación entre la violación de la Constitución, es decir, la ley inconstitucional, y aquello que quiso obtener el legislador cuando dictó la ley. Aujourd'hui, nous allons devoir dire si tel article ou telle loi porte atteinte aux droits et aux libertés, et on ne sait pas ce qu'a voulu écrire le législateur. Hoy vamos a tener que decidir si la ley es inconstitucional o no, si va contra los derechos fundamentales, y no entendemos qué es lo que quiso decir el legislador. Et là, nous sortons de notre rôle. Y ahí salimos de nuestro rol. Et ça va remettre en cause, et ça remet dans d'autres pays déjà en cause, le contrôle de constitutionnalité. À quel titre vous allez interpréter cette loi? Au titre qu'elle est incompréhensible. El problema es que al salir de su rol, quien ejerce el control de constitucionalidad se transforma en cierta forma en legislador, con lo cual está perdiendo el fundamento de su función. Voilà ce que je voulais vous dire. Voilà un Conseil constitutionnel, institution politique qui est devenue une véritable juridiction constitutionnelle. On l'appelle le Conseil, mais peut-être faudra-t-il un jour l'appeler Cour constitutionnelle, mais peu importe les mots. Quiero explicarles cuál ha sido el desarrollo del Consejo Constitucional, de un Consejo Político a un Tribunal Jurisdiccional. Quizás en algún momento lo llamemos Tribunal o Corte, pero el nombre poco importa. Juridiction constitutionnelle qui s'est imposée dans la défense des droits et des libertés. Jurisdicción constitucional que se ha impuesto sobre el reconocimiento de los derechos y de las libertades fundamentales. Qui a affirmé son indépendance politique. Que ha afirmado su independencia política. Nous avons aussi bien annulé des lois voulues par l'ancien président de la République que par l'actuel président de la République. Hemos anulado leyes queridas por el antiguo presidente de la República, Sarkozy, y por el actual presidente de la República, Hollande. D'ailleurs, aujourd'hui, ce qui se pose avec le plus d'acuité, ce n'est pas nos rapports avec le pouvoir politique, c'est notre rapport avec les groupes de pression. El problema actual no es las relaciones que podamos tener con el gobierno, sino con los grupos de presión. Quand nous sommes saisis de la loi sur le gaz de schiste, immédiatement nous voyons arriver au Conseil constitutionnel les grands groupes pétroliers qui essayent, comme ils l'ont fait jadis sur le Parlement, de nous forcer notre décision. Vemos ahora, ellos tienen el problema de lo que sería el gas de vaca muerta, y ven llegar a todos los grupos petroleros que antes iban a la legislatura, que van ahora al Consejo Constitucional a pedir que esa ley sea declarada inconstitucional o constitucional, de acuerdo a los intereses. Quand nous sommes saisis sur la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, nous voyons toutes les sociétés d'autoroutes arriver pour avoir une décision conforme à leurs intérêts. Les sociétés, excusez-moi, je n'ai pas écouté. Quand nous voyons arriver une loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, nous voyons arriver toutes les sociétés d'autoroutes qui viennent nous dire voilà, on veut cette décision. Cuando empiezan a resolver el tema de la constitucionalidad de la expropiación por utilidad pública, todos los que explotan las autopistas hacen grupo de presión frente al Consejo Constitucional para que sea decidido. Quand nous statuons sur la fiscalité du beurre, nous avons tous les producteurs de beurre français et leurs organisations qui viennent nous voir. Cuando tienen que pronunciarse sobre la fiscalidad, sobre la manteca, todos los productores de manteca de Francia van a hacer lobby frente al Consejo Constitucional. Donc cette juridiction qui est devenue une juridiction constitutionnelle, elle doit plus affronter les groupes de pression que les intérêts politiques. Esta Corte Constitucional tiene que soportar mucho más los grupos de presión que la presión del poder político. Mais cette juridiction constitutionnelle, elle est confrontée à la décadence de la loi. Pero el grave problema es que este Consejo Constitucional está enfrentado a la decadencia de la ley. Et c'est cette décadence de la loi qui risque de mettre en cause le véritable contrôle de constitutionnalité, parce qu'on aura tendance à nous dire vous vous prenez pour le législateur et vous n'avez pas la légitimité du législateur.
dice que estas leyes y esta decadencia de la ley va a hacer que el Consejo Constitucional deba transformarse en legislador. Y al transformarse en legislador se plantee su validez, porque no han sido elegidos por el pueblo como legisladores, pero deben hacerlo frente a una ley que no se entiende. Voilà ce que je voulais vous dire et vous comprenez pourquoi j'ai préféré le dire en français qu'en espagnol. Muchas gracias.